aujourd'hui des audiences publiques des victimes de la crise ivoirienne, un challenge pour la CDVR qui espère que les protagonistes fassent la paix. Enfin, des scènes de joie dans la bande de Gaza après le cessez-le-feu entré en vigueur hier, une victoire selon le Hamas. Bienvenue et bonsoir à tous. Ça y est, les audiences publiques des victimes de la crise ivoirienne ont débuté aujourd'hui. Cette étape met fin à la série d'enquêtes et d'auditions effectuées sur le terrain par la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation pour déterminer les responsables et préjudices subis par environ 60 000 victimes. Le président de la CDVR, Charles Konambani, espère qu'à l'issue du dialogue, lors de ces audiences, les protagonistes vont faire la paix. Le nombre des victimes des crises successives qui ont secoué la Côte d'Ivoire entre 1990 et 2011 est désormais connu, 60 000 selon la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, en abrégé CDVR, et c'est au terme de ses activités d'écoute, d'audition et enquête sur l'ensemble du territoire pour établir la vérité. Ce sont donc à ces 60 000 victimes et leurs supposés bourreaux que la CDVR ouvre ses audiences publiques à compter du 1er septembre pour 2 mois. Il s'agira de concilier les concernés, les audiences visant pour les présumés auteurs de violences à avouer leurs fautes et demander pardon, puis pour les victimes d'obtenir réparation des préjudices subis. Nous ne devons pas cacher la vérité afin que chaque fils et fille de ce pays ne se tourne plus le dos en écoutant des politiciens égoïstes. Rendre justice pour consolider la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, les audiences publiques, phase la plus visible et spectaculaire des travaux de la CDVR, sont soutenues par l'ONU. Sa représentation en Côte d'Ivoire souhaite toutefois des audiences sécurisées qui garantissent l'équité, la protection et la sécurité aux candidats à la comparution, des conditions déjà réunies, selon le président de la CDVR. Ces audiences n'ont pas vocation à condamner ou à absoudre. En effet, la CDVR n'est pas une cour. Les commissaires ne sont pas des juges. Ces audiences mettront l'accent sur les procédures d'apaisement, de conciliation, de restauration du lien social et de revitalisation de la citoyenneté parce qu'il faut ressouder la nation et rétablir notre culture de la paix. Mieux, Charles Konambani explique que le processus engagé par la CDVR vise à promouvoir une société qui refuse la violence, l'esprit de vengeance et l'impunité, une société où le respect des droits humains devient une valeur cardinale. Ces audiences prévues pour se tenir ici à l'Ivoire Golf Club de la Riviera à Cocody seront retransmises en direct par les médias d'État. Une rencontre dans la bonne humeur hier au centre technique d'entraînement de Bingerville. Les éléphantes de Côte d'Ivoire qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique de football féminin 2014 ont reçu la visite de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne-Désirée Ouloto a tenu à aller personnellement encourager les joueuses. La Coupe d'Afrique de football féminin 2014 va se dérouler du 11 au 25 octobre prochain en Namibie et la Côte d'Ivoire va évoluer dans le groupe A avec la Namibie, la Zambie et le Nigeria. C'est en pleine préparation pour la Coupe d'Afrique de football féminin qui se tiendra du 11 au 25 octobre 2014 en Namibie que l'équipe nationale a reçu la visite de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne-Désirée Ouloto est allée s'enquérir des réalités du terrain et apporter son soutien et celui du gouvernement à l'équipe. Occasion également pour la ministre d'exhorter tous les Ivoiriens à accompagner leur équipe nationale à la victoire. Votre départ, n'est-ce pas, pour la Namibie approche à grands pas. J'ai voulu donc venir, j'ai voulu m'imprégner de vos préparatifs, savoir si vous êtes fin prête et quel est l'encadrement qui est mis à votre disposition pour que vous puissiez, vous aussi, faire rêver les Ivoiriens comme vos frères les éléphants. Nous sommes en plein dans la quinzaine de la solidarité. Je crois que les Ivoiriens devraient profiter de cette quinzaine pour apporter tout leur soutien aux éléphantes de Côte d'Ivoire.
Les joueuses de l'équipe nationale saluent cette visite de la ministre. Elles entendent donner le meilleur d'elles-mêmes lors des phases finales de cette 9e édition de la Coupe d'Afrique de football féminin. Aujourd'hui, de la voir venir nous surprendre aux entraînements comme ça, vraiment, ça nous fait chaud au cœur, quoi. Donc, pour ça, là, on va se battre encore aux entraînements pour qu'à la CAN, il y ait des retombées. La présidente de la commission de football féminin, elle aussi, se dit confiante. Les filles sont allées se qualifier sur le terrain des championnats en titre. Donc je pense qu'elles ont les moyens. La fédération est en train de mettre les moyens à leur disposition. C'est ce qui se passe là. Elles s'entraînent régulièrement. Je pense qu'elles savent pourquoi elles sont là. Elles vont se battre pour cela. Un stage bloqué en Afrique du Sud du 21 septembre au 8 octobre mettra fin à la préparation de l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique de football féminin. Cette préparation sera suivie d'un match amical avec l'équipe de l'Afrique du Sud. On faisait le point avec Hamza Diaby. Les planteurs d'EVA de la région de Dabou, bientôt propriétaires de maisons. Pour atteindre cet objectif, des promoteurs immobiliers leur ont présenté un projet dénommé « Un planteur, un toit ». Ils obtiendront une maison à partir d'une souscription. On fait le point avec Eugène Atoubé. Un planteur, un toit, c'est le nom de l'opération à laquelle les planteurs d'EVA de Dabou sont appelés à souscrire. L'opération que nous venons de vivre ce matin, c'est une opération qui est toujours la bienvenue, surtout que ça parle des planteurs. Vous savez, nous, chefs de village, nous sommes responsables en grande majorité des planteurs dans les villages. Tout le monde est pratiquement planteur. Et en tant qu'acteur de développement, le planteur, quand il est à l'aise, le chef du village est à l'aise. Avec bénéfice de certaines facilités, selon le promoteur Irie Bi-Djepli. Dans cette opération, le planteur bénéficie d'une maison qu'il aura lui-même choisie sans apport initial. Nous sommes maintenant à 20 000 logements presque à réaliser pour les planteurs d'EVA et de palmiers à huile. Ce programme, il est tant important, non seulement pour les planteurs eux-mêmes, mais également pour le développement de ce pays. Au cours de la cérémonie de lancement de cette opération, le préfet de Dabou, Kwaku Assouman, a loué l'initiative de ce promoteur ivoirien qui donne aux planteurs d'EVA de Dabou l'occasion d'être propriétaires d'une maison dans un contexte difficile marqué par la baisse du prix d'achat de l'EVA. Le préfet a invité les chefs de village à comprendre l'intérêt de l'opération « Un planteur, un toit » pour éviter les questions liées au foncier. Déjà, ils sont 200 planteurs dans la région de Dabou inscrits pour bénéficier d'un toit. La municipalité de Kouassi d'Atekro, dans le nord-est du pays, fait le bilan à mi-parcours de ses activités de développement. Elle a présenté aux populations ses réalisations, dont l'école réhabilitée de la localité et le barrage d'eau sur le lac Urutara. C'était lors de la première journée de retrouvailles et de reconnaissance. Les précisions de Mamadou Kouassi. Réhabilitation de l'école primaire publique de Kouassi d'Atekro, réalisation du barrage sur le lac Utara et l'amélioration de l'éclairage public. Ce sont entre autres les réalisations du maire Ange Daniel Diao de Laté dans sa circonscription administrative. Le maire de Kouassi d'Atekro entend poursuivre ses actions de développement pour améliorer les conditions de vie de ses administrés. Et ces actions, selon lui, s'inscrivent en l'extension de l'hôtel de ville, le renforcement de l'adduction d'eau potable depuis le fleuve Komoué et surtout la reprise des travaux du collège Bad. Pour le maire de Kouassi d'Atekro, toutes ces actions seront réalisées que si elles rencontrent l'union et l'adhésion de tous les fils et filles de la sous-préfecture. Cette rencontre bilan a été l'occasion pour la population de célébrer les pionniers du développement de Kouassi d'Atekro, tels que Anaki Kobena, innocent, président du MFA, Mouvement des Forces d'Avenir, et Issi Amara, anciennement ministre des Affaires étrangères, de 1990 à 2000. Encore un rassemblement collectif sévèrement étouffé au Zimbabwe. La police zimbabwéenne a réprimé à coups de matraque une manifestation de l'opposition contre le chômage dans la capitale Harare. Au moins 12 manifestants interpellés.
L'Égypte et les Émirats arabes unis mènent des raids aériens contre les positions d'une milice islamiste à Tripoli, la capitale libyenne. C'est ce que révèlent des responsables américains. Ils précisent que ces bombardements sont effectués sans que les deux pays aient consulté Washington. Le gouvernement égyptien persiste et signe. Non, le Caire ne s'est jamais mêlé des affaires libyennes. Le ministre égyptien des Affaires étrangères l'a répété hier en recevant le chef d'état-major de l'armée libyenne. Ce démenti intervient après une déclaration du porte-parole du département d'État américain accusant l'Égypte et les Émirats d'avoir mené ces derniers jours des frappes aériennes en Libye. Présidentielle en Afghanistan, le candidat Abdullah va rejeter tout résultat issu de l'audit du deuxième tour du 14 juin dernier. Cette décision risque d'aggraver la crise politique dans le pays à une semaine de la date butoir pour l'investiture du successeur de l'ex-président Hamid Karzai. En France, un nouveau gouvernement dont sont absents les principaux représentants de l'aile gauche socialiste. Le nouveau cabinet consacre ainsi la ligne économique sociale libérale avec comme symbole le remplacement à l'économie de Arnaud Montebourg par un ancien banquier, Emmanuel Macron. Premier conseil des ministres ce matin pour le deuxième gouvernement Valls. Un gouvernement de clarification qui écarte les frondeurs de l'aile gauche du Parti socialiste. Promu, Najat Vallaud-Belkacem succède à Benoît Hamon au ministère de l'Éducation nationale. Fleur Pellerin remplace Aurélie Filippetti au ministère de la Culture. La surprise est venue d'Emmanuel Macron. Cet ancien banquier d'affaires prend le ministère de l'Économie après la sortie du turbulent Arnaud Montebourg. Emmanuel Macron incarne la nouvelle ligne sociale-libérale du gouvernement. Une ligne qui devrait rassurer Bruxelles et les chefs d'entreprise. Emmanuel Macron, comme tout le gouvernement, est conscient des réalités économiques dans lesquelles vit la France. Les Français sont conscients que le monde a changé, que la mondialisation économique impose une révision des schémas que l'on pouvait avoir dans les années 70, 80 ou même 2000. Nous sommes en 2014. Il faut que la France retrouve son rang dans la compétition économique. Après la cacophonie de ces dernières semaines, ce gouvernement affiche désormais une ligne claire et une priorité, celle de la compétitivité des entreprises. Pour Manuel Valls, la relance par la consommation en France aggraverait les déficits. Le Premier ministre prône en revanche une relance de l'investissement au niveau européen. Il y a un débat aujourd'hui en Europe. Pourquoi? Parce que la croissance est beaucoup trop faible. Elle est là, mais elle est beaucoup trop faible. Non seulement en France, mais en Italie, ce pays est en récession, en Allemagne, où les derniers chiffres montrent qu'il y a eu un ralentissement de la croissance. Mais cela ne veut pas dire pour autant, David Pujadas, que nous devons nous exonérer de nos propres responsabilités. La France, depuis 40 ans, vit au-dessus de nos moyens, avec une dette et des déficits beaucoup trop élevés. En quelques mois, François Hollande a perdu le soutien des députés écologistes et de la gauche du PS. On saura d'ici quelques semaines si son gouvernement dispose toujours d'une majorité au Parlement pour appliquer son programme de rigueur. Au moins 3 morts dans des tirs d'artillerie à Donetsk, chef-lieu des séparatistes pro-russes en Ukraine. Selon un policier sur place, il s'agit de civils qui ont été victimes de tirs d'obus de mortier. Pas de grande avancée au sommet de Minsk, même si un entretien a bien eu lieu mardi entre les présidents russes et ukrainiens. Vladimir Poutine et Petro Poroshenko ne s'étaient pas retrouvés en tête-à-tête depuis le 6 juin dernier. Petro Poroshenko a évoqué des discussions difficiles et une feuille de route pour un plan de paix destiné à mettre fin aux affrontements qui ont déjà fait plus de 2200 morts. Le numéro 1 du Kremlin a affirmé que les deux pays étaient d'accord pour relancer les pourparlers sur les livraisons de gaz et s'est dit prêt à tout faire pour le processus de paix en Ukraine lorsque celui-ci démarrerait. Les rebelles et militants syriens favorables aux frappes américaines contre les djihadistes de l'État islamique. Selon eux, les djihadistes sont des oppresseurs qui volent leur révolution contre le président syrien Bachar al-Assad. La bande de Gaza reprend vie peu à peu aujourd'hui au lendemain d'un accord de cessez-le-feu qui met fin à 50 jours de conflit. Les deux camps respirent de nouveau. La preuve, un convoi d'aide humanitaire du Programme alimentaire mondial est entré dans l'enclave avec suffisamment de nourriture pour 150 000 personnes. Un signe de victoire pour les Palestiniens.
Voilà, c'est fini pour l'actualité de ce jour. D'autres informations sur notre site rti.ci.